chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. La semaine passée, nous avions eu une petite rencontre pour parler de littérature à l'occasion de la tenue du Salon du Livre de Bastia. Mon invité avait été Madame Samarcelli, une représentante de l'association Musa Nostra, une association littéraire de la place. Le Salon du Livre de Bastia s'est donc tenu. Malheureusement, l'affluence n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Il est vrai que le même jour, il y avait la journée du patrimoine, il y avait la journée de la bande dessinée et d'autres choses. Donc, peu de monde, beaucoup d'auteurs, mais peu de monde, et c'est toujours décevant pour un auteur ou pour un éditeur de débarquer à un endroit avec une valise pleine de livres et de s'installer à un stand et de voir peu de monde défiler devant le stand et parfois des gens qui ne s'arrêtent même pas pour discuter avec les auteurs. C'est décevant. Décevant aussi de voir le manque d'implication de nos édiles, puisque le maire n'était pas là, le président du conseil exécutif n'était pas là, le président de l'Assemblée, lui-même auteur, n'était pas là non plus. Donc c'est toujours un peu décevant de voir qu'on se déplace plus facilement pour un événement sportif que pour un événement littéraire. Je m'arrête là, je ne veux pas m'étendre sur ma déception. Et puisque nous avons parlé littérature la dernière fois, je voudrais continuer à parler littérature pour évoquer un livre que je viens de lire, ce gros pavé, intitulé « Le cheval rouge », ou plus exactement « Il cavallo rosso », un magnifique roman d'un auteur dont le nom est Eugenio Corti. Eugenio Corti est un auteur italien que j'ai, je ne dirais pas connu, mais dont j'ai croisé le chemin en 1999 à Rimini, lors du grand congrès annuel du mouvement d'église Communion et Libération, mouvement d'origine italienne. Et il était invité à ce grand rassemblement, il y avait des milliers de personnes, et un célèbre acteur italien dont j'ai oublié le nom a lu un extrait de ce Cavallo Rosso en présence de l'auteur, qui était très âgé et déjà très fatigué. Et j'ai été tout de suite séduit par ce texte qui évoquait la retraite de Russie, non pas celle de Napoléon, mais celle des troupes italiennes en 1942-1943. Et je m'étais promis à l'époque de lire ce livre. Et puis c'est seulement maintenant, 21 ans plus tard, que j'ai eu la joie de trouver cet ouvrage, du moins sa version française, Le Cheval Rouge. Il est vrai que lire un livre de 1400 pages en italien m'avait quelque peu effrayé, et je suis donc heureux d'avoir trouvé une version française, même si la traduction ne rend pas toujours parfaitement ce que l'auteur voulait exprimer dans la version originale. La version originelle, pardon. Alors, le cheval rouge, qu'est-ce que c'est? Il a été qualifié de guerre et paix transalpin. Ce roman s'étale sur plusieurs années. Ça commence en 1940. Il décrit la vie de plusieurs jeunes Italiens originaires de la même région, la Brianza, une petite région rurale de Lombardie, mais juste à la limite du Piémont, qui se sont connus dès l'école primaire et qui ont évolué ensemble dans cette région rurale d'Italie, et qui, en 1940, ils avaient 19 ans, 20 ans, ont été appelés sous les drapeaux à la déclaration de guerre contre la France et contre la Grande-Bretagne.
Leur patriotisme, bien sûr, est un élément dominant de leur mentalité, tandis que leur hostilité au fascisme est apparente quand on lit ces pages. Ce roman décrit aussi les secousses du retour à la paix et de la construction non sans soubresaut d'une république où s'affrontent les partis libéraux et chrétiens et la mouvance socialiste et communiste. Les épisodes de la contribution militaire de l'Italie à la campagne de Russie des nazis sont particulièrement intéressants car peu connus des Français. Ils montrent l'âpreté des combats et la dureté des camps de prisonniers soviétiques. L'histoire est considérée du point de vue du combattant plus que d'un point de vue purement historique. L'auteur a vécu personnellement ces épisodes. Alors, avant d'aller plus loin dans la description de ce roman et de la vie de l'auteur, je voudrais lire 2 citations. Voici la première. « Aucun de ces hommes torturés qui avaient choisi de bien mourir n'acceptait en réalité de mourir. De même qu'on ne peut pas tenir la main sur un fer rouge, aucun d'entre eux, en effet, ne pouvait arrêter sa pensée sur la perspective qu'il serait bientôt un cadavre. Certes, puisqu'ils n'étaient pas disposés à devenir des êtres misérables et pleurnicheurs, qui probablement seraient tués de toute façon, il ne leur restait plus qu'à mourir en combattant. Mais ce n'était pas pour autant qu'ils l'acceptaient. L'homme, même quand il se porte à la rencontre de la mort, n'accepte jamais de mourir. Les minutes passaient, insoutenables. » Fin de citation. Une autre citation, un peu plus loin dans le récit. En substance, Michele s'était rendu compte que marxisme et nazisme avaient un nombre extraordinairement élevé d'ancêtres communs, qu'ils étaient en somme de la même veine. En effet, tous les deux, en une antithèse désormais presque parfaite avec le christianisme qui est amour, s'expliquaient à travers des mécanismes de haine analogues. Mais, tandis que pour le marxisme, une classe rédemptrice, le prolétariat, était appelée à renverser et à réprimer les autres classes, pour le nazisme, il s'agissait au contraire d'une race élue, appelée à dominer et à asservir les autres. Fin de citation. Comme je l'ai dit, j'ai croisé le chemin de ce grand écrivain italien en 1999 à Rimini. Et depuis longtemps, je m'étais promis de le lire. Tout à fait par hasard, j'ai découvert cette version française et j'ai décidé de m'attaquer à ce gros pavé de 1400 pages. Je ne le regrette absolument pas. Ce livre est superbement écrit, avec beaucoup de sensibilité. Il est riche en expressions dialectales de la Brianza, mais aussi de différentes régions de la péninsule. Et ça, mon côté corse a fait que ça m'a particulièrement intéressé. La description de la société provinciale italienne des années 30 et 40 est précise, sensible et souvent émouvante. L'auteur base son récit sur sa propre expérience, en particulier celle de la guerre. En effet, conscrit en 1940, il a combattu en Russie. La description de la campagne de Russie et de la vie et de la mort de ces soldats italiens est particulièrement passionnante et touchante. Cette page d'histoire est peu connue en France. Rares sont les Français qui savent que sans doute des centaines de milliers de soldats italiens ont combattu en Russie, qu'ils ont connu une retraite épouvantable en plein hiver russe, une retraite qui n'est pas sans rappeler celle de la grande armée de Napoléon, durant laquelle ils étaient harcelés par l'armée rouge, par des températures de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Des milliers périrent, des dizaines de milliers d'autres furent capturés et envoyés dans des camps où on les laissa mourir de faim et de froid, où certains n'eurent d'autre recours que de se livrer au cannibalisme sur les corps de leurs camarades morts.
Seule une minorité de ces captifs put regagner la mère patrie, longtemps après la fin de la guerre. Ce grand livre mériterait d'être davantage connu du grand public francophone. Il peut être considéré à juste titre comme une sorte de guerre et paix italien. J'ai découvert Eugenio Corti grâce à son frère, le célèbre docteur Piero Corti, que j'avais bien connu à l'hôpital Sainte-Marie de Lachor, qu'il dirigeait près de Goulou, en Ouganda, à la fin des années 90. Pour en revenir au frère aîné, donc à Eugenio Corti, il naquit le 21 janvier 1921 à Besana, in Brianza. Il mourut dans cette même localité le 4 février 2014. Son père, Mario, avait commencé à travailler à l'âge de 13 ans comme apprenti dans une usine textile. Il finit comme industriel prospère, propriétaire dans les années 50 de 4 usines de textile employant jusqu'à 4000 ouvriers. Eugenio dut interrompre ses études à l'Université catholique de Milan lorsqu'il fut appelé sous les drapeaux à la déclaration de guerre de l'Italie à la France et au Royaume-Uni le 10 juin 1940. Il suivit alors une formation d'officier, devint lieutenant en 1941 et demanda son affectation sur le front russe, où il fut envoyé en juin 1942. Effectivement, étant profondément chrétien, il voulait découvrir ce pays dont on disait que le christianisme y avait été éradiqué, déraciné. Il fut cantonné avec les troupes italiennes sur les bords du Don, ce grand fleuve qui, plus au sud, traverse Stalingrad, la ville que l'armée allemande s'acharnait, pour son malheur et pour celui des Russes, à conquérir. Surpris par une contre-attaque massive de l'armée rouge qui prenait en étau allemands, italiens, roumains et autres hongrois et qui allait les encercler dans une énorme poche, les troupes italiennes reçurent l'ordre, à la fin du mois de décembre 1942, de battre en retraite alors qu'elles ne disposaient pas de la logistique nécessaire, pas assez de véhicules et surtout manque de carburant. C'est donc à pied, par moins 20 degrés, que ces soldats entamèrent cette abominable retraite, devant à plusieurs reprises livrer bataille dans les pires conditions afin de pouvoir passer et de sortir de la poche qui était en train de se refermer sur eux. Cette retraite dura 28 jours. Au départ, le régiment d'Eugenio comptait 17 000 hommes. Seuls 4 000 d'entre eux parvinrent à échapper à la mort ou à la capture. C'est durant cette terrible retraite de Russie qu'Eugenio sentit naître en lui sa vocation d'écrivain, sans doute basée sur son désir irrépressible de témoigner de l'indicible. Blessé, il fut finalement rapatrié en Italie, où il reprit du service en juillet 1943, une fois sa convalescence achevée. Alors qu'il était affecté à la caserne de Nettunia, non loin de Rome, le 8 septembre 1943, le roi et le gouvernement fuirent la capitale pour se réfugier au sud de l'Italie et échapper ainsi à l'emprise allemande, derrière les lignes des troupes alliées. Eugenio prit alors la décision de quitter lui aussi sa caserne et il partit à pied pour gagner le sud afin de rejoindre les débris de l'armée régulière et de participer à la libération de l'Italie aux côtés des troupes alliées. Après sa démobilisation, une fois la guerre terminée, il se lança dans l'écriture. En 1947 parut son premier livre intitulé I più non ritornano, qui fut ensuite publié en France sous le titre de La plupart ne reviendront pas. Dans cet ouvrage, l'auteur évoquait son expérience de la guerre en Russie. En 1950 sortit son second livre, Gli ultimi soldati del re, qui fut publié en France sous le titre de Les derniers soldats du roi. Dans ce second ouvrage, il relate son expérience de la guerre de libération contre les fascistes et les nazis.
En 1962, sa pièce de théâtre « Procès et mort de Staline » fut mise en scène par Diego Fabri. Les traductions russes et polonaises de cette œuvre circulèrent sous le manteau de l'autre côté du rideau de fer. Son véritable chef-d'œuvre parut en mai 1983 dans une certaine discrétion. Il s'agissait d'Il Cavallo Rosso, que je viens de lire et que j'ai déjà évoqué au début de mon propos. Ce cheval rouge connut un grand succès. Il a été édité à 25 reprises et a été traduit en de nombreuses langues. En Italie, il a même été élu meilleur livre des années 80. En 1998, La Terra dell'Indio, publié en français sous le titre de La Terre des Guarani, en 1998, donc, ce livre a été publié. Puis en 2000, ce fut L'Isola del Paradiso, en français L'île Paradis. En 2005, Eugenio Corti publia Catone l'Antico, Caton l'Ancien, et en 2008, Il Medioevo e altri racconti, qui a été publié en France sous le titre de Histoire d'Angelina et autres récits. Corti a également rédigé de nombreux essais, dont on pourra signaler un en particulier, intitulé Le responsabilità della cultura occidentale nelle grandi stragi del nostro secolo, qui parut en France sous le titre de La responsabilité de la culture occidentale dans les grands massacres du XXe siècle. Eugenio Corti était un humaniste d'inspiration chrétienne, et c'est cette pensée chrétienne qui sous-tend l'ensemble de son œuvre, en particulier son chef-d'œuvre, Il Cavallo Rosso, dont je souhaiterais recommander ici vivement la lecture à tous nos auditeurs. Corti, décédé depuis 6 années déjà, mériterait en effet d'être davantage connu dans le monde francophone. J'ai le sentiment que c'est précisément cette étiquette chrétienne qui a fait que son œuvre est encore peu connue en France. Sans doute l'intelligentsia parisienne l'a-t-elle quelque peu boudée, lui préférant Umberto Eco et d'autres auteurs italiens plus politiquement corrects. Raison de plus pour lire cet admirable cheval rouge que certains critiques français n'ont pas hésité à qualifier de fresque réactionnaire, ainsi que les autres ouvrages d'Eugenio Corti. Voilà pour cet auteur et ce livre, et je voudrais maintenant évoquer très rapidement la personnalité de son frère cadet, Piero Corti, que j'ai eu l'honneur de connaître et de côtoyer à la fin des années 90 en Ouganda, dans le nord de l'Ouganda. Alors Piero est né le 16 septembre 1925 au même endroit à Besana in Brianza et il est décédé le 20 avril 2003 à Milan. Il a étudié à l'école de médecine et de chirurgie de l'université de Milan. Et ensuite, il est allé se spécialiser en radiologie, neuropsychiatrie et pédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants de Montréal, au Canada. C'est là qu'il rencontra sa future épouse, qu'il devait épouser bien plus tard, qui elle-même se spécialisait en chirurgie dans le même hôpital. Et cette étudiante, cette médecin, s'appelait Lucille Tesdal. Piero voyagea ensuite pendant 7 mois en Inde et en Afrique, et il finit par retrouver Lucille à Marseille. Et c'est là qu'il la convainquit de tenter l'aventure avec lui, parce qu'il rêvait, et elle aussi, de se consacrer à la médecine dans les pays, comme on appelait à l'époque, en voie de développement. Il l'a convaincu de le suivre en Ouganda pour quelques mois seulement. Ils arrivèrent dans ce pays le 1er mai 1961, alors que c'était encore un protectorat britannique. Ils s'installèrent auprès des missionnaires comboniens à Latchor, un petit village à l'époque, à 11 km de la ville de Goulou, dans le nord, où ces missionnaires avaient créé un dispensaire. Et peu à peu, ils contribuèrent au développement de ce dispensaire qui devint un hôpital, l'hôpital Sainte-Marie,
Ils se marièrent, Piero et Lucille, dans la chapelle de l'hôpital le 5 décembre 1961. Leur fille Dominique naquit en cet endroit en 1962. Piero a ensuite fait un intense lobbying toute sa vie, en particulier auprès de ses relations en Italie. N'oublions pas que son père était un industriel du nord de l'Italie. Lobbying afin de trouver des fonds pour développer l'hôpital. En 1982, il rencontra un jeune médecin ougandais qui venait de finir ses études et qui était spécialiste des cancers d'enfants et un expert du sida, ce qui était encore très rare à l'époque parce qu'on commençait à peine à parler du sida et l'Ouganda a été un des pays les plus touchés par cette pandémie. En 1983, Piero Corti et son épouse furent invités au Vatican par le pape Jean-Paul II, qui les félicita pour leur action dans le nord de l'Ouganda. Rappelons aussi le contexte. L'Ouganda a été déchiré par la guerre. L'Ouganda venait de sortir de la dictature sanglante d'Idi Amin Dada, qui a été suivie par une longue guerre civile, et tous les deux, Lucille et Pierre, ont risqué plusieurs fois leur vie. Une fois tombés dans une embuscade, les rebelles ont voulu tuer le docteur Piero Corti, et c'est une femme Acholi, la tribu locale, qui l'a sauvée en disant aux rebelles de plutôt la tuer elle-même que de tuer leur docteur. Lucille était donc chirurgienne, et en cette période de guerre, elle passait son temps à opérer soldats, rebelles, civils. Et c'est lors d'une de ces opérations que, probablement du fait d'une esquille d'os, elle contracta sans le savoir le sida. Et bien des années plus tard, 13 ou 14 ans plus tard, elle finit par décéder du sida le 1er août 1996. Je m'en rappelle très bien, j'étais à l'époque en Ouganda. Ça a été un véritable deuil national à l'époque. Et comme si cela ne suffisait pas, le docteur Matthew Luquia, dont j'ai parlé, qui était le véritable fils spirituel d'Eugenio Corti, pardon, de Piero Corti, je me trompe de prénom, Matthew Luquia, donc, décéda de la fièvre d'Ebola lors de l'épidémie d'Ebola qui toucha la région de Goulou, et il décéda le 5 décembre 2000. Donc, en l'espace de 4 ans, le docteur Corti avait perdu son épouse adorée et son fils spirituel. Mais c'était l'époque où je le fréquentais. Il avait gardé malgré tout son sourire, son sens de l'humour, et il a continué à se battre pour son hôpital, qui était devenu un très grand hôpital, l'un des plus grands d'Ouganda, et qui, de nos jours, reçoit 300 000 patients par an. Et cet hôpital joua un grand rôle durant ces périodes de troubles qui ne s'achevèrent qu'au milieu de la première décennie des années 2000. Une rébellion absurde, effectivement, avait semé la terreur dans toute cette région de l'Ouganda, à l'époque où moi, je dirigeais un centre orthopédique à Goulou, et c'est à ce titre que j'avais été amené à collaborer avec l'hôpital Sainte-Marie de Latchor et que j'avais bien connu le docteur Corti. À la fin de sa vie, Piero se remaria avec une amie d'enfance en mars 2002. Mais il décéda d'un cancer du pancréas à Milan, donc le 2 avril 2003, à 77 ans. Et sur ces 77 ans, il avait passé 42 années en Afrique. Alors, je ne sais pas s'il est français ou canadien, mais enfin, un auteur francophone, Michel Arsenault, a sorti un livre qui raconte la vie de Piero et Lucille, un livre qui s'intitule « Un rêve pour la vie ». Ce livre est sorti il y a pas mal de temps déjà, il est sorti en 97. Parce qu'ils ont eu une vie qui est un véritable roman à travers l'Ouganda et ses guerres civiles à répétition, les troubles et le développement extraordinaire de cet hôpital. Donc je recommande vivement la lecture du livre
de Michel Arsenault, Un rêve pour la vie, une biographie de Lucille Tesdal et Piero Corti. Je pense qu'il est encore disponible. Il a été publié chez Libre Expression. Voilà donc trois, en comptant Lucille, trois personnes extraordinaires, dont deux frères, Eugenio, l'écrivain, le talentueux écrivain, et Piero et son épouse Lucille, les médecins héroïques, les médecins missionnaires héroïques. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui, chers amis auditeurs. J'ai uni dans la même émission l'écrivain et le médecin. Et cette émission est un respectueux hommage que je tenais à leur rendre à tous les trois.